Il est 8h20, du coup c'est l'heure de commencer. Donc vous savez, c'est une matinée un petit peu spéciale. On a des petites difficultés pour remplir le planning. Du coup, j'en profite pour faire un appel à tout le monde, les collègues à Annecy, les collègues en ville, les collègues sur les autres CH. Ce serait bien de rendre cette biblio un peu vivante et que tout le monde y participe. Ce matin, comme on était un peu en difficulté et que l'enregistrement de ma présentation n'avait pas fonctionné, on a proposé de la refaire, mais c'est vraiment des redites du coup. Alors, je vous propose d'essayer de vous motiver à faire des présentations si vous ne voulez pas m'entendre une troisième fois encore sur le même sujet. Voilà, on va dire que c'est ça le jeu. En tout cas, j'avais fait une présentation sur les CIA et les anomalies des retours veineux. On avait eu quelques cas de communication interauriculaire un peu, on va dire, de localisation originale dans le service ces derniers temps. Et ça m'a donné envie de faire une présentation sur ce sujet que je trouve passionnant. J'avais commencé la présentation par un grand survol de l'embryologie cardiaque. L'embryologie cardiaque, c'est parfois un peu difficile, un peu rébarbatif, mais ça permet vraiment de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des pathologies en cardiologie congénitale. Et pour cela, je vais commencer par un grand survol. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va essayer de voir un petit peu tout en survol. Sur la première diapo, là, vous voyez que l'embryologie cardiaque et la genèse de l'embryologie cardiaque, elle est extrêmement précoce. Vous voyez que dès le premier mois, à partir de J18, J23, il commence à se passer des choses. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, c'est que pour passer de la structure cardiaque la plus primitive, c'est ce qu'on appelle le tube cardiaque primitif, c'est juste un tube. Et cela, on va passer à un cœur différencié, latéralisé, avec 4 cavités cardiaques et avec des cloisons bien étanches entre les ventricules et les oreillettes. Eh ben, il y a 3 grandes étapes qui permettent de passer de ce tube cardiaque au cœur, 4 cavités latéralisées. Ces 3 grandes phases, c'est les phases vraiment fondamentales de l'embryologie cardiaque, c'est ce qu'on appelle la loupe, la boucle, la convergence et le wedging. Le wedging, ça veut dire encastrement. Donc, je vous fais un petit survol de ces trois phases fondamentales. Pardon, j'ai des petits soucis pour faire passer les diapos. Ça va arriver. Donc, la loupe, la boucle, ce qui permet, on part du tube cardiaque primitif et on va arriver à la formation de 2 ventricules. La loupe, c'est très précoce, c'est à J23 et la boucle, c'est en fait la première manifestation de la latéralité dans toute l'embryologie, dans toute l'embryogenèse. Donc, ça se passe au niveau du cœur et c'est ce qui va faire fonctionner en premier les gènes de la latéralité. Ce que ça implique, ça, comme défaut du fonctionnement de la loupe, eh ben, c'est bien sûr des problèmes de latéralité. C'est comme ça, par exemple, si la boucle elle se fait dans le mauvais sens, on peut arriver à des situations de situs inversus, où tout est à l'envers, ou des problèmes de latéralité, on va dire, pas complète, mais partielle, c'est ce qu'on appelle les syndromes d'hétérotaxie, où certains éléments sont à droite, certains éléments sont à gauche. La deuxième phase importante, fondamentale de l'embryologie cardiaque, c'est la convergence. Ça se passe vers J40, un peu plus tard, et c'est un alignement progressif des cellules sur une ligne médiane, ce qui va permettre de former le septum interventriculaire et le septum interauriculaire. Alors, concernant le septum interauriculaire, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Sur le septum interventriculaire, quand on a un défaut de cette phase de convergence, et bien sûr, c'est à l'origine des communications interventriculaires, et en fait également des asymétries ventriculaires, parce que c'est les cellules des ventricules qui vont progressivement s'aligner sur cette ligne médiane, et du coup, si cette phase se passe mal, on peut arriver à des situations où on a par exemple un gros ventricule droit et un tout petit ventricule gauche, comme l'hypoplasie ventriculaire gauche, ou même s'il n'y a pas du tout de septation sur ces cellules du septum interventriculaire, on peut arriver à la situation du ventricule unique. La dernière phase fondamentale de l'embryologie cardiaque, c'est ce qu'on appelle le wedging. Le wedging, ça veut dire l'encastrement. Initialement, la valve aortique, elle est située en haut, à droite, au niveau du cœur, et elle va progressivement descendre en bas et à gauche, de façon à venir s'encastrer dans la valve mitrale. Ça, ce phénomène, ça explique plusieurs choses. Quand tout se passe bien, ça explique que la valve aortique touche la valve mitrale. Et on a ce qu'on appelle une continuité mitro-aortique, ce qu'on n'a pas du tout sur la voie droite, où la valve pulmonaire est à distance de la valve tricuspide.
Et on a sous la valve pulmonaire ce qu'on appelle un conus sous-pulmonaire, c'est-à-dire du tissu qui n'est pas du tissu valvulaire. Donc, quand wedging se passe bien, la valve aortique vient toucher la valve mitrale. Ça explique aussi le croisement des gros vaisseaux, puisque la valve aortique, qui initialement en haut à droite, va se retrouver en bas à gauche et va venir croiser en fait l'artère pulmonaire. Donc, un cœur normal, on a une valve aortique qui accole la valve mitrale, on a une continuité mitro-aortique, on a un conus subpulmonaire, on a un croisement des gros vaisseaux. Si on n'a pas cette phase de wedging qui se passe correctement, on ne va pas avoir tout ce que je vous ai dit. Et ça va être à l'origine de tout ce qu'on appelle les pathologies conotroncales. Les pathologies conotroncales, c'est par exemple la tétralogie de Fallot, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, qui résulte d'une anomalie de cette phase de wedging. Pour revenir un peu plus à nos moutons, je vais vous détailler l'embryologie du septum interauriculaire. L'embryologie du septum interauriculaire, c'est quelque chose qui se fait de façon très précoce. Je vous ai dit, la phase de septation, c'est vers J40. Donc, un peu avant J40, on commence. On est à une phase d'oreillette primitive avec une seule oreillette, pas différenciée, pas latéralisée. La première phase qui va se passer, c'est la croissance d'une cloison qui va cloisonner l'oreillette primitive. Et cette première cloison, c'est ce qu'on appelle le septum primum. Le septum primum, c'est une cloison qui est fine, qui va se développer au niveau du pôle supérieur de l'oreillette primitive et qui va grossir sous la forme d'un croissant pour progressivement venir combler cette oreillette primitive en se dirigeant vers la partie inférieure. Ce septum primitif va laisser dans une première phase un trou à la partie basse des oreillettes, ce qu'on appelle l'ostium primum. Au moment où l'ostium primum va se combler, il va se passer un phénomène d'apoptose dans la partie supérieure de ce septum primum, apoptose qui va créer un deuxième trou, ce qu'on va appeler l'ostium secundum. Donc, au moment où l'ostium primum se comble, se crée un deuxième trou dans le septum primum qu'on appelle l'ostium secundum. Bien sûr, si l'embryogénèse a des difficultés à ce moment-là et que ce trou reste ouvert, on va avoir l'ostium primum ouvert, c'est ce qu'on appelle les CIA ostium primum. La deuxième phase de l'embryologie du septum interauriculaire, c'est la présence d'une deuxième cloison, ce qu'on va appeler le septum secundum. Donc là, vous voyez notre septum primum avec le phénomène d'apoptose qui a laissé ouvert l'ostium secundum. Et là, le septum secundum qui grossit sur la face droite du septum primum, qui commence également à la partie supérieure, qui va également grossir comme un croissant jusqu'à venir jusqu'à la partie inférieure. La particularité, c'est qu'il est sur le bord droit, c'est qu'il est plus épais, c'est qu'il est plus rigide. Ça va permettre de créer une cloison plus étanche. Cette cloison, elle va être aussi presque complète, mais va ménager juste un espace, ce qu'on appelle la fosse ovale. Et pendant la phase embryologique, il va se passer par un phénomène de déhiscence et de chicane, la possibilité d'un passage de l'oreillette droite à l'oreillette gauche par le foramen ovale, puis par la petite zone entre le septum secundum et le septum primum, puis la sortie par l'ostium secundum. Donc ça, c'est la fin de l'embryologie du septum interauriculaire. Je vous le resitue là de façon un peu différente sur un schéma. En bleu, le septum primum, en vert, le septum secundum qui grossit sous la forme d'un croissant jusqu'au pôle inférieur, ménagement d'une fosse ovale et permettant de créer un shunt pendant la vie embryologique qui passe par la fosse ovale puis par l'ostium secundum, c'est ce qu'on appelle le foramen ovale perméable. C'est encore une fois la même chose. Ce qu'on peut reconnaître sur cette diapositive, c'est que ce qui vient combler l'ostium secundum, c'est en regard de la fosse ovale, ce qui vient combler ici le septum en regard de la fosse ovale, c'est uniquement cette petite paroi fine du septum primum, qui est très fine, qui est délicate. Et donc, si cette paroi a une déhiscence à cet endroit-là, on comprend la formation d'une CIA de façon assez simple à cet endroit-là. Un tout petit mot sur l'embryologie du retour veineux pulmonaire, c'est juste pour vous dire que c'est une phase qui est plus simple, qui est également très précoce dans la vie embryologique. Et la seule notion, je pense, à retenir, c'est que c'est deux structures primitives complètement différentes. Il y a d'un côté le plexus vasculaire pulmonaire,
derrière les oreillettes, et puis de l'autre côté, la paroi postérieure de l'oreillette gauche. Et petit à petit, ces deux structures qui sont d'origine embryologique différente, elles vont se rencontrer. Et il y a le plexus vasculaire pulmonaire qui, petit à petit, va s'incorporer dans la paroi latérale de l'oreillette gauche. Ça a bien sûr une importance pour la rythmologie. C'est une des explications à l'origine des phénomènes de fibrillation auriculaire, le fait que ce soit un tissu embryologique différent des veines pulmonaires qui vient incorporer l'oreillette gauche. Première notion importante, la différence entre une CIA et un FOP. Je vous ai beaucoup parlé déjà de CIA et beaucoup de foramen ovale pour vous dire que c'est deux notions complètement différentes. C'est des problématiques différentes. La CIA, ce qu'on appelle une CIA commune, c'est un gros trou entre les oreillettes qui va être responsable d'un shunt gauche-droit significatif quand on prendra en charge ces CIA. Les FOP, c'est toujours des petits trous. Un FOP, ça ne peut pas être responsable d'un shunt gauche-droit important. Si c'est un FOP et pas une CIA, ce sera un petit trou. Par contre, il y a certaines situations où ce petit trou peut devenir problématique. C'est les situations où il y a un shunt droit-gauche avec un risque d'embole paradoxal ou de cyanose. Et dans ces rares cas-là, que je vais vous détailler, on peut être amené à fermer. Mais en tout cas, on ne fermera jamais un FOP qui chante gauche-droit, puisque jamais ce FOP qui chante gauche-droit pourra être responsable d'une surcharge des cavités droites. Je le dis même, ce chante gauche-droit, nous en cardiologie pédiatrique, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Ça nous permet de bien savoir que les pressions à droite sont plus petites que les pressions à gauche. Et du coup, en échographie, quand on voit ce petit FOP avec un chante gauche-droit, on est bien souvent bien rassuré. Alors, quelles sont les situations où on peut être amené à FOP qui chante droit-gauche? J'en parle ici, après je n'en parlerai plus du tout. C'est dans les situations de prévention secondaire. Par exemple, les patients, bien sûr, qui ont fait un AVC ou un AIT, ça remporte bien sûr toutes les indications en ce moment. C'est vraiment l'indication la plus fréquente, c'est en prévention secondaire d'un accident embolique cérébral. Il peut y avoir aussi les rares cas d'embolie périphérique. Il y a quelques cas en prévention primaire, c'est-à-dire avant d'avoir fait un accident périphérique, par exemple dans les situations de chirurgie longue en décubitus ventral ou de neurochirurgie en position assise. Et enfin, dernièrement, de façon thérapeutique, chez des patients qui sont cyanosés sur des phénomènes de platypnée orthodéoxie, des patients qui saturent bien en position allongée, qui désaturent en position debout en rapport avec un FOP, c'est des situations rares, mais qui peuvent nous amener à fermer des FOP. J'ai cité aussi un cas de cardiopathie congénitale, les Epstein, vous savez, avec ces grosses oreillettes droites en lien avec une anomalie de position de la valve tricuspide qui parfois cyanose beaucoup par l'intermédiaire d'un FOP, grosse surcharge de pression à droite, un shunt droit-gauche par un FOP et des désaturations. On peut être amené, pour restaurer la saturation de ces patients, de fermer le FOP. Ça arrive dans de rares cas. Je ne parle plus des FOP maintenant, je pars sur les CIA pour vous dire que c'est une malformation cardiaque extrêmement fréquente. Elle est bien souvent méconnue, elle est bien souvent pas grave. Ça représente environ 5 sur 10 000 naissances. C'est par contre la plus fréquente des cardiopathies congénitales, environ 16%. C'est très souvent isolé, les CIA. On ne trouve pas souvent un phénomène génétique ou une atteinte syndromique. Je vous ai cité quand même une qui est assez classique, c'est celle qu'on appelle Holt-Oram. C'est ce qu'on appelle le syndrome cœur-main. Ça associe donc des anomalies du cœur, souvent des CIA, à des anomalies squelettiques, surtout des membres supérieurs, des patients qui ont des petits bras, parfois à qui il manque quelques doigts. C'est assez rare et c'est le seul cas d'atteinte syndromique classique de la CIA. Souvent, la CIA, elle est très bien tolérée et ce que je vous ai dit, il y a pas mal de découvertes fortuites. Le retour veineux pulmonaire anormal, à l'inverse, c'est assez rare, c'est seulement 5% des cardiopathies congénitales. Ce sont des anomalies qui sont extrêmement diverses et variées, selon si elles sont totales, selon s'ils sont partiels et selon s'ils sont bloqués. La gravité est extrêmement variable, ça peut aller de la totale méconnaissance, c'est-à-dire quand il y a un retour veineux pulmonaire anormal partiel, une seule veine qui vient se jeter au mauvais endroit, extrêmement bien tolérée, on ne le connaît pas du tout. Et à l'inverse, ça peut aller à l'urgence néonatale qui est gravissime. Et l'urgence néonatale gravissime, c'est le cas du retour veineux pulmonaire anormal qui est total
et qui est bloqué. Alors là, je vais ouvrir une première très grande parenthèse sur ce cas de retour veineux pulmonaire anormal total bloqué. Ce que je vous dis pour qu'il soit grave, c'est qu'il faut qu'il soit total, c'est-à-dire que les 4 veines pulmonaires vont au mauvais endroit. Il faut qu'il soit bloqué, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction à ce retour veineux pulmonaire qui est déjà anormal. Et il faut qu'il n'y ait pas de possibilité de mélange des deux circulations, c'est-à-dire qu'il faut que la CIA ou le FOP, qui souvent existe dans les premiers jours de vie, soit petit, ce qui va empêcher les deux circulations de se mélanger, ce qui sera un critère de gravité. Alors, ces retours veineux pulmonaires anormales totales, je suis toujours dans ma grande parenthèse, ils peuvent être supracardiaques, c'est-à-dire que les 4 veines pulmonaires se jettent au mauvais endroit et se jettent en supracardiaque. Ils peuvent être cardiaques par l'intermédiaire du sinus coronaire, et le retour veineux pulmonaire anormal total, il peut être aussi en infracardiaque à travers le foie, puis la veine cave inférieure. Quand on a un retour veineux pulmonaire anormal total, très classiquement, les 4 veines pulmonaires, elles vont se jeter dans ce qu'on appelle un collecteur, un gros sac, qui lui-même va se jeter autre part, soit dans la veine cave supérieure, soit dans le sinus coronaire, soit dans la veine cave inférieure. Il y a aussi des cas de retour veineux pulmonaire anormal total qui sont mixtes, c'est-à-dire il n'y a aucune veine qui va au bon endroit, mais elles ne vont pas tous au même endroit. Par exemple, 2 dans la veine cave supérieure, 2 dans la veine cave inférieure, par exemple. Là, je vous ai mis le cas un peu le plus classique des 4 veines pulmonaires qui vont se jeter dans un gros collecteur. Ce gros collecteur qui vient se jeter dans le tronc veineux innominé, qui lui-même vient se jeter dans la veine cave supérieure. Ça, c'est une forme classique de retour veineux pulmonaire anormal total supracardiaque. Alors, je vous ai dit, ceux qui sont méchants, c'est les totales. Et c'est ceux qui sont bloqués. Alors, c'est quoi qui peut expliquer un blocage? C'est quand le collecteur il est sténosé, c'est quand l'abouchement du collecteur à la veine cave est sténosé, ou c'est quand il y a une compression directe sur le collecteur, ou c'est le dernier cas que je vous ai dit, c'est sinon le retour veineux pulmonaire se fait bien, mais il n'y a aucun mélange de circulation possible et il y a une cloison étanche entre les deux oreillettes, ce qui va expliquer qu'aucun sang qui arrive dans l'oreillette droite va pouvoir rebasculer dans la circulation systémique gauche. Là, c'est une petite parenthèse pour vous dire que tous les retours veineux pulmonaires anormal total infracardiaques sont bloqués à travers le parenchyme hépatique. Donc, le infracardiaque, il est rare, mais il est quasiment tout le temps bloqué. Pourquoi c'est une urgence néonatale? C'est parce que très rapidement, on va avoir des symptômes. La symptomatologie, elle est largement remportée par l'obstacle au retour veineux. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle sur ce retour veineux et en amont, il va y avoir une surcharge pulmonaire extrêmement importante, une HTAP post-capillaire extrêmement importante et une dilatation des cavités droites. C'est ça qui l'emporte sur la symptomatologie. Finalement, le cœur gauche qui n'est pas suffisamment alimenté parce qu'il ne reçoit pas le retour veineux pulmonaire, c'est presque au deuxième plan. Ce qui va vraiment l'emporter, c'est la défaillance ventriculaire droite. Ce qui explique que la seule façon de s'en sortir, c'est la chirurgie cardiaque en urgence. On pourrait se dire que d'ouvrir un foramen ovale ou d'élargir une CIA par la stratégie du Rashking, ça suffirait à alimenter le cœur gauche avec le sang qui arrive dans l'oreillette droite, on le ferait passer dans l'oreillette gauche et ça suffirait à alimenter les cavités gauches. Mais en fait, la symptomatologie, elle est emportée par cet obstacle au retour veineux. Et du coup, d'ouvrir cette communication interauriculaire ne suffirait pas. Donc, le tableau très classique, c'est un tableau d'insuffisance cardiaque extrêmement précoce à J2, J3 de vie, avec une cyanose intense et une HTAP sévère, sans souffle. Vous savez qu'en cardiologie pédiatrique, on aime bien mettre les pathologies dans des grands tableaux. Donc ça, c'est le grand tableau du retour veineux pulmonaire anormal total bloqué. Le grand tableau, par exemple, la transpo des gros vaisseaux, c'est un petit qui est cyanosé, et malgré la mise sous oxygène, la cyanose persiste et il n'y a pas de souffle. Ça, c'est le grand tableau de la transpo des gros vaisseaux. Par exemple, le grand tableau de la tétralogie de Fallot, c'est une cyanose avec un souffle important. Le grand tableau de la coarctation aortique, c'est insuffisance cardiaque avec souffle aortique. Là, c'est pas de souffle, insuffisance cardiaque extrêmement précoce, cyanose intense. C'est la plus importante urgence chirurgicale. En pratique, nous, si on est appelé en néonat pour ça, comment on fait le diagnostic? En échographie, toute petite cavité gauche, énorme cavité droite, une CIA qui montre un shunt qui shunte de droite à gauche, pas de veine pulmonaire à boucher à l'oreillette gauche, donc ça, c'est pas facile de voir les 4 veines pulmonaires, mais quand on y pense,
bien regarder sur l'oreillette gauche et si on ne voit rien et arriver, ben, ça renforce un peu le diagnostic. Et puis en 4, rechercher un collecteur. Donc ça, c'est difficile, mais je dirais c'est chercher un flux un peu bizarre, chercher un flux pas normal. Et le plus classique des flux pas normaux, c'est ce que je vais vous montrer là. C'est là, vous voyez, on est sur une coupe parasternale petit axe, un peu haute au niveau de l'aorte et du tronc de l'artère pulmonaire. Et là, en fait, c'est une situation de retour veineux pulmonaire total anormal avec, c'est l'image que je vous ai montrée, un collecteur et un flux qui remonte à l'envers le long du cœur, qui veut aller jeter dans un tronc veineux innominé et rejoindre la veine cave là. Et vous voyez, on voit ce flux rouge qui remonte à l'envers de l'artère pulmonaire, où il y a un beau flux bleu normalement dans l'artère pulmonaire. Là, on voit un flux rouge, tout restrictif, qui remonte vers nous, qui est vraiment un flux vraiment totalement anormal, quoi. Donc ça, c'est un flux de collecteur un peu sténosé qui veut aller jeter dans le TVI, puis dans la veine cave supérieure. Donc un flux un peu anormal, en tout cas tiqué sur des flux pas normaux. Les premières images que je vous avais montrées, c'est toute petite cavité gauche, grosse cavité droite, gros flux d'insuffisance tricuspidéenne. Quand on a ce diagnostic en échographie, on peut discuter un scanner pour mieux situer les retours veineux, surtout dans les formes mixtes. En tout cas, ça ne doit pas décaler le traitement chirurgical qui se fait en urgence. On ne détaille pas les techniques chirurgicales, ce n'est pas du tout le lieu ce matin. Et juste un petit mot pour vous dire que le geste chirurgical, il est souvent un peu difficile, mais ce qui est encore plus difficile dans cette situation, c'est gérer le post-opératoire et la réanimation néonatale dans ces cas-là, où c'est des petits qui ont des grandes poussées d'hypertension artérielle pulmonaire, qui sont souvent obligés de sortir du bloc opératoire avec le thorax qui reste ouvert pour limiter l'hypertension artérielle pulmonaire, qui nécessite les traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et la grande baisse ces dernières années de la mortalité périopératoire, on la doit surtout au progrès de la réanimation et du progrès des réanimateurs, en particulier dans cette pathologie où le chirurgien ne fait pas tout malheureusement. Voilà pour la grande parenthèse du retour veineux pulmonaire anormal total bloqué. On en revient à des choses un peu plus classiques, et notamment sur les formes anatomiques des communications interauriculaires. Je vous ai fait ce schéma-là où on coupe les oreillettes et l'oreillette droite pour bien avoir accès au septum interauriculaire. On note la première CIA qu'on va décrire, c'est la CIA ostium secundum, c'est celle qui est au milieu du septum. C'est bien sûr la plus fréquente des CIA, 80 à 90%. Elles sont situées au niveau de la fosse ovale. Je vous remets mon schéma. Là, on voit sur le septum secundum la fosse ovale. Et donc, si on a juste un petit défaut, une déhiscence du septum primum en regard, ça explique cette grosse ouverture-là. Elle peut être plus ou moins grosse, bien sûr, elle peut être unique ou multiple, et puis selon la taille, ça explique des tableaux complètement variables. Je reviens en arrière pour vous montrer quelques images de CIA ostium secundum. Donc là, une vue sous-costale avec les deux oreillettes et un beau défect au plein milieu du septum. Le même défect que je mesure. Le même défect, là j'en profite pour vous dire que chez les petits, la voie sous-costale, c'est une bonne vue pour voir les retours veineux pulmonaires, on en a parlé. Vous voyez, on voit bien là les retours veineux pulmonaires à gauche, on voit bien le retour veineux pulmonaire supérieur droit. L'inférieur droit, c'est souvent le plus difficile à voir, mais vous voyez, rien que sur cette coupe-là, on voit au moins 3 veines pulmonaires, on est déjà à peu près tranquille. Et dernière petite image là pour vous montrer un piège classique. Très souvent chez les enfants, le flux de la veine cave supérieure, il est très vélocitaire, il est très important. Il noie l'oreillette droite d'un gros flux rouge et il ne faut vraiment pas se faire avoir de le confondre avec un flux de CIA. Si on va vite, on voit ça, on voit un gros flux rouge qui arrive, on dit oui, il y a une grosse CIA. Vous voyez, ça c'est sans couleur, la veine cave qui arrive, et là en couleur. Donc ce que je dis, c'est pour être sûr qu'il y ait une CIA, il faut différencier les deux flux. Il faut avoir le flux sur la veine cave supérieure, ensuite il faut perdre le flux de la veine cave supérieure et il faut voir un deuxième flux. Et ce deuxième flux, c'est le flux de la CIA. Si vous voyez qu'un gros flux rouge qui arrive dans l'oreillette droite, vous ne pourrez pas affirmer que c'est un flux de CIA. Parce que vraiment, chez tous les enfants, on se fait avoir par cette veine cave supérieure. Donc pour en être sûr, il faut voir les deux, il faut différencier les deux flux. La deuxième forme anatomique classique, c'est la CIA basse, ce qu'on appelle la CIA ostium primum. La CIA ostium primum, elle est dans la partie toute basse du septum interauriculaire, elle est au ras des valves auriculo-ventriculaires.
Voilà une image de CIA ostium primum avec donc ce défect qui est situé à la partie toute basse au ras des valves. Ça, ces CIA, elles sont tout le temps grosses, elles sont quasiment tout le temps chirurgicales, elles sont souvent très souvent associées à une forme syndromique. C'est très classiquement associé au trisomie 21 et dans le cadre d'une pathologie cardiaque plus complexe qu'on appelle le CAV, le canal atrioventriculaire, qui associe une seule valve auriculo-ventriculaire, une CIV, ce qu'on appelle d'admission, et cette CIA ostium primum. Là, vous voyez en couleur le large shunt gauche-droit par cette CIA ostium primum. Là, c'est déjà tout ce que je vous ai dit, juste pour vous dire qu'il y a aussi bien sûr une association aux anomalies de la valve auriculo-ventriculaire. Quand on a des CAV ou des CIA ostium primum, il faut toujours aller traquer la fente mitrale, c'est-à-dire une anomalie de la valve mitrale qui s'accompagne très souvent d'une fuite significative. Et bien sûr, quand le chirurgien va corriger cette CIA ostium primum, très souvent, il y a un geste associé sur la valve auriculo-ventriculaire. Très classiquement, dans le CAV des trisomiques 21, il y a un axe très particulier que je vous ai montré. C'est un axe au plafond extrêmement haut, avec, vous voyez, un électrode très étonnant, avec des QRS qui sont négatifs en AVF. On voit très rarement ça. Voilà, ça permet de bien tiquer. C'est la seule pathologie en cardiologie pédiatrique où on a cet axe si particulier, négatif en AVF, donc un axe au plafond, comme on dit. Un type très important de CIA, c'est la CIA sinus venosus. Ce n'est pas tout à fait un défect du septum interauriculaire, c'est plutôt une anomalie de la paroi entre les veines pulmonaires et la veine cave supérieure ou la veine cave inférieure. Là, je vous montre une image très classique d'ETO d'une CIA sinus venosus supérieure. On en a vu une encore cette semaine avec Nora en ETO. C'est vraiment une forme classique avec cette veine cave supérieure qui vient à cheval sur le septum interauriculaire, à cheval entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Alors, vous pourriez me dire, c'est du sang droit qui va venir à cheval sur l'oreillette gauche. Donc, c'est plutôt un shunt de la droite jusqu'à la gauche. Benjamin, tu nous racontes des bêtises. En fait, non, ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, il y a une grosse déhiscence du septum et le shunt, il se fait comme une communication interauriculaire classique entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. D'ailleurs, quand on met la couleur en ETO, on ne voit pas trop le flux de la veine cave qui vient se diriger là, on voit surtout le gros flux de couleur qui passe de l'oreillette gauche à l'oreillette droite. Donc, même si c'est une veine cave qui est à cheval, la physiopathologie, c'est un shunt gauche-droit. Les CIA sinus venosus, c'est 5% des CIA. Elles sont à proximité de l'orifice de la veine cave supérieure. J'ai mis veine cave supérieure parce que c'est c'est bien plus courant la sinus venosus supérieure que inférieure. Donc, celle qu'il faut retenir, c'est vraiment la sinus venosus supérieure. Ce que je vous dis, ce n'est pas tout à fait un défaut du septum interauriculaire, c'est plutôt la paroi de derrière. Et là, vraiment, grande association au retour veineux pulmonaire anormal partiel qu'il faut vraiment aller traquer. Très classiquement, il y a un gros shunt et l'indication opératoire, elle ne fait pas beaucoup de discussion. Le scanner peut nous aider dans les cas où on voit mal en ETT, mal en ETO. Et là, je vous montre un cas de CIA sinus venosus haute. Je vous propose de suivre la veine cave supérieure. Bien sûr, là, l'artère pulmonaire, l'aorte, la veine cave supérieure. On va avoir des coupes qui vont descendre progressivement. Et vous voyez cette veine cave supérieure que l'on suit, qui vient se jeter à cheval entre l'oreillette droite qui est là devant et l'oreillette gauche. Vous voyez, cette veine cave, elle est un peu décalée vers l'arrière. Elle vient jeter dans l'oreillette gauche. On voit bien là, elle n'est pas du tout en regard de l'oreillette droite, elle est vraiment au niveau des deux, pile entre les deux. Donc, de bien suivre la veine cave supérieure sur les scanners, des fois, ça nous permet de bien faire le diagnostic. Vous avez vu que ce n'était pas une CIA simple. On va s'intéresser au retour veineux pulmonaire. Vous l'avez peut-être déjà vu. 2 belles veines pulmonaires là, une belle veine pulmonaire ici. Mais si on remonte, vous voyez, on voit que quelque chose vient se jeter dans la veine cave supérieure. Donc, cette CIA sinus venosus supérieure, elle est associée dans ce cas-là à un retour veineux pulmonaire anormal d'une veine supérieure droite, comme c'est très classique. Et cette veine pulmonaire-là qui vient se jeter dans la veine cave supérieure. Dernière forme que je ne détaillerai pas, qui est archi rare, je n'en ai jamais vu, c'est la CIA du sinus coronaire. Un défaut du toit du sinus coronaire qui explique une communication interauriculaire à cet endroit-là. C'est très classique de la décrire, mais elle est très rare. Les formes anatomiques de retour veineux pulmonaire anormal, maintenant, les totaux, on a déjà vu, donc je vais m'intéresser plutôt aux partiels. Donc les retours veineux pulmonaires anormal partiels, c'est une ou plusieurs, mais pas les 4 veines pulmonaires qui vont se jeter autre part que dans l'oreillette gauche.
je vous l'ai déjà dit, mais très, très classiquement associé à des CIA. Donc, il faut vraiment y penser. Quand on a un RVPA, on traque la CIA. Quand on a une CIA, on traque le RVPA. Notamment la forme classique dont je vous reparlerai, l'association CIA sinus venosus supérieur, un retour veineux pulmonaire anormal, partiel, droit. Les droits, je vous l'ai déjà dit, c'est les plus fréquents. La forme classique, c'est l'association retour veineux pulmonaire anormal, partiel, droit supérieur, associé à la CIA sinus venosus. Il y a une autre forme classique, plus rare mais classique, c'est le retour veineux pulmonaire anormal, partiel, droit inférieur, dans la veine cave inférieure, associé au syndrome de Simter. Le syndrome de Simter, ça donne une hypoplasie d'un poumon, une hypoplasie de l'artère pulmonaire, ce retour veineux pulmonaire anormal, et c'est manifesté par un séquestre pulmonaire sur la radiographie pulmonaire. On voit souvent un poumon beaucoup plus petit et des petits qui font des infections respiratoires à répétition. C'est possible aussi d'avoir un retour veineux pulmonaire anormal partiel gauche, et dans ces cas-là, on a quasiment tout le temps une veine cave supérieure gauche qui vient recueillir ce retour veineux pulmonaire anormal. Est-ce que c'est facile de voir en échographie? Eh bien non, pas trop. Je vous montre juste une image. Vous savez, je vous ai montré l'image de la veine cave supérieure qui vient se jeter dans l'oreillette gauche. Eh bien, pour pister le retour veineux pulmonaire anormal, il y a une petite astuce, c'est de bien mettre la couleur sur cette veine cave supérieure et de voir si on a un flux qui vient le parasiter. Alors, on ne verra pas distinctement une veine pulmonaire, etc. Mais si on arrive à bien voir le flux couleur sur la veine cave supérieure, il faut bien rechercher un flux qui arriverait de façon perpendiculaire, un flux qui viendrait parasiter. Comme là, on voit ce flux bleu qui arrive dans la veine cave supérieure. Alors, normalement, si vous vous souvenez, la première image que je vous ai mise, c'est un grand tunnel rouge dans lequel rien n'arrive. Donc ça, c'est une petite image qui peut faire tiquer. D'ailleurs, on voit parfois mieux ce retour veineux pulmonaire anormal partiel que la CIA sinus venosus en ETT. Là, d'autres images de scanner, parce que comme je vous l'ai dit, c'est parfois un peu dur en échographie, donc il ne faut pas hésiter à passer par le scanner. Cette fois, on scanner une image de retour veineux pulmonaire anormal partiel. On est sur l'oreillette gauche, l'oreillette droite. L'oreillette gauche, vous voyez qu'elle reçoit déjà 3 veines pulmonaires, une là, une là, une là. Là, cette fois-ci, on va monter progressivement. On perd l'oreillette gauche, on tombe sur la veine cave supérieure, et la veine cave supérieure, hop, elle vient réceptionner une deuxième veine pulmonaire droite. Et vous allez voir que là, c'est un cas un peu particulier. Il y avait une première veine pulmonaire droite dans l'oreillette gauche, une deuxième veine pulmonaire droite dans la veine cave. En fait, la veine cave, elle vient même choper une troisième veine pulmonaire. Ça, c'est pour vous dire que l'anatomie, hein, c'est jamais comme dans les livres. Et avoir 3 veines pulmonaires à droite, bah, c'est pas du tout étonnant. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a 3, des fois, il y a un collecteur. Enfin, tout arrive. C'est là où le scanner, bien sûr, nous permet de faire des diagnostics bien plus fins qu'en échographie. Donc là, c'est bien un retour veineux pulmonaire anormal partiel de 2 veines pulmonaires sur 3 à droite qui vient se jeter dans la veine cave. Et dernier petit détail, vous voyez que cette fois-ci, ce n'est pas associé à une CIA sinus venosus. Si on part bien de l'oreillette droite, on remonte toute la veine cave, on a l'impression qu'elle va bien dans l'oreillette droite. En tout cas, elle n'est pas à cheval sur l'oreillette gauche qui est bien derrière. Donc cette fois, c'est un cas de retour veineux pulmonaire anormal partiel sans CIA sinus venosus. C'est un cas un peu vieilli, non? Ça, il a 16 ans, ce petit-là. Ouais. Après, la dilatation du VD, je vous en dirai un mot, mais c'est des choses que l'on peut tolérer et que l'on peut attendre et qui récupèrent très bien. Mais effectivement, oui, tu as bien tiqué sur la dilatation des cavités droites. C'est d'ailleurs comme ça, à 16 ans, qu'on fait un diagnostic de retour veineux pulmonaire anormal partiel. Je vous en dirai un mot après, mais bien sûr, la circonstance de découverte archi-classique, c'est bilan de dilatation des cavités droites. Une diapo importante pour vous dire que le principal type de RVPA, c'est le RVPA qui est méconnu. Soit parce qu'on n'y pense pas, soit parce qu'il est masqué par quelque chose qu'on appelle l'arbre qui masque la forêt. Et ça, c'est un cas classique dans lequel il ne faut pas tomber, un piège très classique. On a une petite CIA centrale vraie, on a une grosse dilatation des cavités droites et on dit, bien sûr, la CIA s'explique tout ça, allez hop, je te ferme la CIA, c'est fini. Et puis non, en fait, la dilatation des cavités droites, elle n'était pas expliquée que par ça, elle était aussi expliquée par un RVPA. Et de fermer la CIA de façon percutanée, ça n'a pas résolu tous les soucis. Donc c'est là où il faut être un peu fin, c'est là où il faut tiquer entre une inadéquation entre des grosses cavités droites et une petite CIA. Et il faut avoir le réflexe RVPA facile. Et l'avoir facile à l'âge adulte, c'est aller au scanner. Ça apparaît pas dans les recos européennes, mais ça apparaît dans les recos de l'achat américaine de 2018. On a une CIA chez un adulte, on fait un scanner de façon systématique pour éliminer un retour veineux pulmonaire anormal partiel. Vraiment, vraiment, bien y penser, obligatoire chez l'adulte
et chez l'enfant ou l'adolescent, bien tiqué quand il y a une espèce d'inadéquation entre la taille de la CIA et la largeur de la dilatation des cavités droites. C'est quoi la physiopathologie de ces CIA et ces RVPA? Déjà, c'est la même entre les deux. CIA et RVPA, ça a les mêmes conséquences, donc c'est bien. C'est quoi les déterminants donc, qui vont dire si la CIA elle va avoir du retentissement ou pas? C'est bien sûr la taille. Ça, on s'en doutait. Une notion qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins, c'est le jeu des régimes de pression. Ce n'est pas une bonne formulation parce que c'est justement un peu le contraire que je vous ai dit. Les CIV, très classiquement, c'est un jeu de pression. Il y a de la pression haute à gauche, il y a de la pression basse à droite. Ça chante des hautes aux basses pressions. Ça, c'est très classique. Les CIA, il y a moins de pression dans les oreillettes. Donc, ce n'est pas tant un jeu de pression qu'un jeu de compliance. Et ça, c'est une notion bien importante à savoir que la largeur du shunt et l'importance du shunt, elle va être très dépendante de la compliance des ventricules. Et quand la compliance est très basse dans le ventricule gauche, le sang de l'oreillette gauche, il va avoir envie d'aller dans le ventricule gauche et tout va bien se passer. Mais quand on va vieillir, qu'on va faire un peu d'arythmie supraventriculaire, qu'on va avoir un peu d'HVG et que notre compliance VG va augmenter, là, le sang dans l'oreillette gauche, il va se dire, tiens, là, il y a un peu trop de compliance dans le VG, moi, je vais essayer de passer par le trou. Et souvent, il y a des shunts qui sont plus importants à l'âge adulte sur des CIA qui ont été longtemps méconnus et qui commencent à parler à l'âge adulte par l'augmentation de la compliance du ventricule gauche. Donc ça, c'est vraiment une notion importante à connaître sur les shunts auriculaires. Qu'est-ce que ça va entraîner, ce shunt? Un hyperdébit pulmonaire, une surcharge qui est volumétrique de toutes les cavités droites et parfois de l'hypertension artérielle pulmonaire, mais qui est bien sûr tardive. On n'est pas du tout dans les cas d'HTAP à 6 mois, 1 an, comme dans les CIV. Là, ça va être de l'HTAP à partir de 60-70 ans. Les circonstances de découverte à l'âge adulte, je vous ai mis à l'âge chez l'enfance, c'est pas trop la question du jour. À l'âge adulte, c'est ce que je vous dis, des CIA, il va falloir attendre 40-50 ans pour qu'elles soient symptomatiques à l'âge adulte. Ça peut expliquer à long terme de l'hypertension artérielle pulmonaire par augmentation des résistances. Alors, je vous dis ça, mais en pratique, dans la vraie vie, c'est difficile parce qu'à 70 ans, avoir de l'HTAP, elle va très, très classiquement être mixte. Il y aura probablement une petite part sur de la compliance du VG, sur du cœur gauche, sur des poumons. Et c'est là où, oui, encore une fois, il faut faire preuve d'un peu de finesse pour savoir quelle est la part de l'hypertension artérielle pulmonaire qui est expliquée par la CIA, quelle est la part d'hypertension artérielle pulmonaire qui est expliquée par quelque chose d'autre. Très classiquement, ça peut donner des troubles du rythme sur la dilatation progressive de l'oreillette droite, de l'insuffisance cardiaque droite, ça arrive, des embolies paradoxales. Souvent, les signes ils sont un peu frustes. C'est souvent de l'altération de la qualité de vie au travail, de l'altération des aptitudes lors des activités physiques, etc. C'est des diagnostics qui sont difficiles. Les CIA en ETT à l'adulte, on ne les voit pas très bien. C'est là où souvent, il ne faut pas hésiter à passer la main, passer par la case ETO, passer par la case cathétérisme. Pourquoi passer par la case ETO ou scanner? C'est parce que 100% des CIA ostium secondum ou ostium primum, on les voit en pédiatrie, à l'âge chez l'enfance. Les CIA sinus venosus, c'est plutôt 40% déjà, et à l'âge adulte, on est plutôt aux alentours de 50%, même pour les CIA ostium secondum. Là, je vous ai remis le petit piège classique pour la CIA sinus venosus. Donc, comme c'est difficile en ETT, bien sûr, l'importance de l'ETO et de l'imagerie en couple. Exactement pareil pour le retour veineux pulmonaire anormal. Je vous ai dit de bien y penser dès qu'il y avait une CIA. En pratique, en ETT, c'est très difficile. Quand on a une suspicion forte, il faut vite passer par l'imagerie de couple ou par l'ETO. Le cas extrêmement classique, c'est bien sûr le cas de la dilatation des cavités droites sans shunt visualisé. Il faut aller à l'ETO ou au scanner, à la fois pour la CIA, localisation un peu étonnante, mais même des fois des CIA ostium secondum qu'on ne voit pas très bien, et puis bien sûr pour le RVP. En ETT, c'est quoi le retentissement? Je vous ai dit, c'est la surcharge volumétrique. La surcharge volumétrique, alors on croit que c'est un peu intellectuel de différencier surcharge volumétrique, surcharge barométrique. C'est quand même pas si compliqué. En tout cas, il faut s'atteler à essayer de voir la différence. Donc, dans les deux cas, les cavités droites, elles sont dilatées. Dans le cas de la surcharge volumétrique, c'est vraiment ce qu'on appelle une cinétique septale paradoxale, le septum paradoxal. Dans le cas de la surcharge barométrique, c'est la courture septale plate, c'est-à-dire qu'elle reste tout le temps plate. Elle n'est pas dépendante du jeu de la diastole et de la systole.
Bien sûr, vous savez ça, surcharge volumétrique, c'est quand on reçoit trop de volume dans les cavités droites. Donc, c'est quand il y a un shunt avant la valve tricuspide, très classiquement une CIA, ou quand il y a des grosses fuites. Bien sûr, la surcharge barométrique, c'est quand il y a trop de pression dans le ventricule droit. Et donc, c'est les cas très classiquement d'HTAP ou d'HTAP post-capillaire. En ETT, je vous ai dit, on cherche. Il y a 3 choses à faire une fois qu'on a fait le diagnostic de la CIA. La surcharge volumétrique, donc cinétique septale paradoxale, l'évaluation des pressions artérielles pulmonaires, parce que vous allez voir que le traitement, bien sûr, ce n'est pas du tout le même s'il y a de l'HTAP ou pas. Donc, l'évaluation des PAP, c'est soit par l'IT, soit par l'IP, classiquement, et l'évaluation de l'hyperdébit pulmonaire. L'évaluation de l'hyperdébit pulmonaire, il y a 2 façons de faire. Il y a, je vous ai dit, le rapport des débits. C'est le plus classique, ce n'est pas tout le temps facile en échographie. Rapport des débits, c'est de faire une belle ETV sous-aortique, une belle ETV sous-pulmonaire. Après, on peut soit calculer le débit avec le diamètre de la chambre de chasse et faire le rapport des débits. On peut aussi uniquement faire le rapport des VTI qui nous donne déjà un bon indice. Il y a une deuxième façon aussi simple de rechercher l'hyperdébit pulmonaire, c'est que si la valve pulmonaire elle est saine, normalement il n'y a pas de gradient entre l'artère pulmonaire et le ventricule droit, ou très peu de gradient. Quand il y a beaucoup d'hyperdébit pulmonaire, on va avoir ce qu'on appelle un gradient d'hyperdébit pulmonaire. Donc si vous voyez une belle valve pulmonaire qui souffre très bien, mais quand vous tirez en gradient continu là-dedans, vous avez 10, 12, 15 mm de mercure, ce n'est pas expliqué par un rétrécissement de la valve, c'est très, très, très classiquement en rapport avec de l'hyperdébit pulmonaire. S'il y a plus, c'est que ce n'est pas que de l'hyperdébit pulmonaire, à l'inverse, c'est probablement qu'il y a quand même une valvulopathie pulmonaire. Alors, on a fait le diagnostic en ETT, on a fait le retentissement en ETT. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait de ces communications interauriculaires? Pour savoir ce qu'on en fait, il faut connaître un peu l'histoire naturelle. Est-ce que ça peut se fermer tout seul des CIA chez les enfants? Oui, ça peut jusqu'à l'âge de 3 ans. Après 3 ans, ça ne sert à rien d'espérer qu'elles se ferment. Elles peuvent se fermer tout seules si elles font moins de 10 mm. Si elles font 20 mm, il n'y a aucune chance qu'elles se ferment tout seules. Comment ça évolue? Je vous l'ai dit, très classiquement, le shunt, il a plutôt tendance à s'aggraver avec le temps par le jeu des compliances. Et est-ce qu'il faut les fermer? Attention, il y a un piège classique, c'est que si la CIA, c'est une soupape gauche-droite quand le cœur gauche est fatigué, non, il ne faut pas aller fermer ces soupapes-là. Donc attention, il ne faut pas fermer des CIA quand il y a un mauvais VG, ou il faut bien faire attention. En pédiatrie, c'est toujours un peu dur de savoir quand les fermer. Quand elle est très grosse, la CIA, que le petit il est symptomatique, c'est quoi un petit symptomatique? C'est un petit qui grossit pas, qui fait des infections respiratoires à répétition. Ça ne sert à rien d'attendre, d'espérer de le faire par voie percutanée et on peut le fermer sans attendre par chirurgie. Ce n'est pas un cas qui arrive souvent parce que les CIA elles sont rarement très symptomatiques, mais c'est quand même un cas classique. On en a eu encore une très récemment avec Emmanuel cette année. Les CIA de taille moyenne, c'est ça la discussion la plus dure parce que c'est des enfants qui souvent ont quelques symptômes, ils ont une CIA qui est significative sans être extrêmement importante. Ils peuvent grossir de façon un peu pénible, mais sans que ce soit la catastrophe. Et on ne sait pas si on doit les faire passer par la case chirurgie pour régler le souci et qu'ils chopent une belle croissance, etc. Mais au risque de subir une chirurgie, ou si on doit attendre l'âge de 7-8 ans et qu'il y ait une discussion de fermeture endovasculaire. Donc les CIA de taille moyenne, c'est toujours assez difficile, notamment sur le timing. Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie tôt ou est-ce qu'il faut attendre et faire de l'endovasculaire quand ils sont plus grands? Les CIA petite taille, on s'en fiche, elles sont asymptomatiques, elles n'entraînent pas de dilatation des cavités droites, on ne fait pas de traitement. Chez les adultes, les CIA que l'on doit fermer, c'est les CIA qui sont grosses, qui entraînent un retentissement sur les cavités droites et qui n'ont pas d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est celles-ci que l'on doit fermer. Comment on doit les fermer? On doit les fermer par voie endovasculaire. La voie endovasculaire, c'est la voie à privilégier, c'est clairement écrit dans les recommandations pour les fermetures des CIA à l'âge adulte. Je vais directement sur le tableau des recommandations de l'ESC 2020. Il y a une CIA, elle est symptomatique, c'est-à-dire il y a de la surcharge des cavités droites. S'il n'y en a pas, on ne la ferme pas, sauf dans le cas particulier de l'embolie paradoxale. Là, on est dans un autre cas de figure. C'est les seules CIA petites que l'on peut fermer. C'est quand il y a eu des antécédents d'embolie paradoxale, on rejoint le cas du FOP. S'il y a de la surcharge des cavités droites, oui, il faut savoir s'il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire. S'il n'y a pas d'HTAP, bien sûr, on la ferme. Recommandation de classe 1. S'il y a un peu d'augmentation des résistances, mais qu'elle reste inférieure à 5, oui, on les ferme, mais c'est une recommandation à peine moins forte, 2A. S'il y a de l'augmentation des résistances pulmonaires supérieure à 5,
Là, vraiment, on est dans des cas où il faut vraiment discuter la fermeture. Ce qu'on peut faire, mais encore une fois, ça, c'est vraiment pas le truc à retenir en première intention, c'est tenter un traitement anti-HTAP médical avec une bithérapie par voie orale. Et si les résistances baissent sous bithérapie anti-HTAP par voie orale, on refait un cathé, on affirme que les résistances ont baissé, et oui, on peut discuter de le fermer. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est celles qu'on ferme, c'est celles qui ont un retentissement sur les cavités droites et qui n'ont pas d'HTAP importante. Vous voyez qu'il n'apparaît plus pour les CIA simples le calcul du QP sur QS. Là, s'il y a de la surcharge des cavités droites, on peut y aller directement. Alors nous, en pratique, on passe toujours par un cathétérisme droite pour le calcul de cet hyperdébit pulmonaire, etc. Mais ça n'apparaît pas franchement stricto sensu dans les recommandations. Ils font confiance à l'échographie. C'est quoi les limites à la fermeture percutanée? C'est les CIA qui sont trop larges. La taille à retenir, c'est 38-40 mm. Et c'est les CIA qui n'ont pas de berge, c'est-à-dire des berges qui sont inférieures à 5 mm, sauf pour la berge rétro-aortique. Vous savez que celle-ci, maintenant, on s'en affranchit. Toutes les autres, on préfère qu'elles soient supérieures à 5 mm. Ça, c'est plutôt pour la population pédiatrique. Attention avant 4 ans, attention à moins de 15 kg, et attention si le diamètre de la prothèse il fait plus de la moitié de la taille du septum interauriculaire. Là, c'est par exemple des questions à se poser pour savoir s'il ne faut pas privilégier la voie chirurgicale. Ça, c'était pour vous détailler les rebords, mais je suis un peu trop bavard, je passe vite. C'est quoi les indications de fermeture chirurgicale? C'est les autres cas, c'est les CIA ostium secondum qui ne sont pas accessibles à la fermeture par voie percutanée, soit parce que trop grosses, soit parce que pas assez de rebords. Les CIA ostium primum, c'est toujours des indications chirurgicales. Les CIA sinus venosus, je vous les ai mis entre parenthèses parce que maintenant, il y a quelques centres qui commencent à les fermer par voie percutanée. C'est très rare, mais il faut savoir que ça existe. Raison de plus d'être sûr qu'elle ne soit pas associée à un retour veineux pulmonaire anormal partiel, parce que là, bien sûr, ce sera une indication chirurgicale pour corriger les deux anomalies en même temps. Des CIA sinus venosus isolés, il y a de rares cas, on peut les fermer par voie endovasculaire. CIA du sinus coronaire, je vous ai dit très rare, mais oui, c'est chirurgical. Et les CIA qui sont associés à d'autres lésions chirurgicales, bien sûr, c'est par voie chirurgicale. Un petit mot sur le suivi. Il y a quelques CIA que l'on peut s'affranchir de suivre. Vous savez, avant, en population pédiatrique, une fois que les enfants étaient passés dans les mains des chirurgiens, on disait « vous êtes guéris, vous êtes passés entre les mains de Dieu, on ne s'occupe plus de vous ». Maintenant, on sait que c'est absolument faux et que c'est quasiment dans toutes les situations fausses. Il y a une seule situation là dans les CIA, c'est vraiment quand elles sont fermées de façon précoce, avant la dysfonction ventriculaire droite, avant la grosse dilatation des cavités droites, que tout est bien rentré dans l'ordre, qu'il n'y a eu aucune complication du geste chirurgical, on peut les considérer comme guéris et ne plus les suivre. Sinon, il y a un suivi dans quasiment tous les autres cas. Quand c'est fermé par voie endovasculaire, il faut les suivre au long cours. Quand ça a été fermé un peu de façon tardive et qu'il y a de la dilatation des cavités droites, il faut les suivre au long cours. Il y a un peu le même parallèle qu'avec la pathologie mitrale où on corrige la valve mitrale, tout est joli sur la valve mitrale et on a l'impression que des fois le cœur droit il évolue un petit peu pour son propre compte. Vous savez, on a tous vu des patients où ils ont une prothèse mécanique mitrale, la prothèse mécanique mitrale elle est parfaite et puis en fait ça évolue sur l'insuffisance cardiaque droite, c'est un peu frustrant. Pour les CIA, il y a vraiment de très nombreux cas comme ça. On est tout content du résultat, c'est tout joli, puis finalement ça évolue quand même sur les cavités droites qui évoluent à leur propre compte. Donc vraiment bien hésiter avant de les lâcher dans la nature. Après les fermetures percutanées, il y a un petit truc à connaître. Vous savez qu'il y a des images de TT qui font peur avec cette prothèse qui est très proche de la paroi aortique. Et il y a des cas d'érosion aortique qui ont été décrits. Alors, il ne faut pas faire paniquer les patients avec ça. Il ne faut pas ne penser qu'à ça. Mais en tout cas, quand dans les 3 mois, 6 mois après une fermeture percutanée de CIA, il y a un patient qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique, il faut tiquer et il faut bien passer par la case scanner. C'est très peu fréquent, mais c'est classique et il faut y penser. L'érosion aortique postérieure par cette prothèse de CIA. 6 mois de double anti-agrégation, 6 mois de prévention de l'endocardite infectieuse après les fermetures percutanées. Et là, je vous dis juste un petit mot, et c'est le dernier mot pour le traitement chirurgical des retours veineux pulmonaires anormaux. Bien sûr, retour veineux pulmonaire anormal partiel, on ne parle pas de geste endovasculaire, on est dans le cas de la chirurgie. Je vous ai mis, c'est si le QP sur QS il est supérieur à 1,5, en pratique, on le découvre sur un bilan de dilatation des cavités droites, donc on est toujours à une indication opératoire. Le geste chirurgical, c'est ce qu'on appelle la chirurgie de Warden pour
la CIA sinus venosus et le retour veineux pulmonaire anormal supérieur droit. C'est une chirurgie qui n'est pas simple, que Sébastien Gérelli maîtrise bien ici. Je vous en dis juste un mot, il faut ouvrir l'oreillette droite, il faut aller fenestrer l'oreillette pour que le retour veineux pulmonaire anormal se fasse dans l'oreillette gauche. Et après, il faut déconnecter la partie supérieure de la veine cave qui, vous savez, est un petit peu décalée pour aller l'anastomoser exactement sur l'oreillette droite. Donc, c'est des patients qui parfois sont presque asymptomatiques, qui ont juste une dilatation des cavités droites, qui parfois ont entre 15 et 20 ans, et il faut leur vendre un geste chirurgical qui est classique, mais qui n'est pas totalement anodin quand même. Donc, bien sûr, il y a une cicatrice sur l'oreillette droite, donc un risque d'évolution rythmique, et puis un risque de sténose et de thrombose sur l'anastomose de la veine cave supérieure. Ce sont les choses à surveiller après la chirurgie. Les autres tours veineux pulmonaires anormales, par exemple, quand il y a une seule veine pulmonaire isolée qui va au mauvais endroit et qui a un faible retentissement, voire pas de retentissement, faut bien se poser la question opératoire, et en tout cas, elle n'est pas du tout systématique. Un mot de conclusion, on a balayé pas mal de choses. Pensez à cette urgence néonatale qui est le retour veineux pulmonaire anormal total bloqué. Bien distinguer la CIA et FOP au niveau physiopathologique. Ne pas adresser un adulte pour une fermeture de FOP parce qu'il a une dilatation des cavités droites. Là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans le diagnostic. Quand on a un bilan de dilatation des cavités droites, un des réflexes, c'est penser les CIA cachés. Et les CIA cachés, c'est les CIA sinus venosus, LRV, RV et PA. Donc, si on ne voit pas en ETT, on passe par le TO, on passe par le scanner. Une des dernières notions bien importantes, c'est après les fermetures des CIA, les patients sont très, très rarement guéris et il faut bien penser à les suivre au long cours. J'ai tout dit ce que je